Bonjour, c'est l'instant Lovecraft, c'est le 13 et c'est parti. La preuve. Je vais laisser ça défiler. Peut-être vous verrez pas grand-chose, mais je vous mettrai le lien pour que vous alliez y voir de plus près. C'est quelque chose qui m'émeut complètement à chaque fois que je le vois. C'est un film de 13 minutes qui s'appelle L'île de 24 dollars, le prix que les premiers immigrants avaient acheté à Manhattan aux Indiens des Premières Nations, comme on dit aujourd'hui, qui y habitaient. Et le film est de Robert Flaherty. Il est de 1927. Juste, nous, là, on va l'arrivée de Lovecraft à New York, c'est 1922. Donc, vous voyez, on n'est pas si loin. Et c'est Flaherty, c'est Nanook, c'est Eskimo, c'est le premier film sur la mer d'Aran, c'est un grand de l'histoire du cinéma. Mais c'est 13 minutes sur New York, c'est une espèce de chant, de poème plastique. Et c'est de ça dont je voudrais juste te parler. C'est en quoi, pour moi, un des mystères de Lovecraft, c'est comment, à sa première arrivée à New York, il était ouvert à la fascination, ouvert au moderne, dans la complexité qu'on va suivre. Et évidemment, ensuite, ça a basculé, et ça a basculé dans New York même. Tout ça, on en reparlera, on a des tas et des tas de pistes. On est parti pour 500, vous vous souvenez. 1922. Le 18 mai, à Maurice Moe, M-O-E. Je remets le contexte, ça fait déjà 2 ans qu'avec Sonia, on s'aborde, on se rapproche. 2 ans aussi que par les organismes du journalisme amateur, les associations de journaux amateurs, il commence à faire son réseau d'amis qui écrivent de la fiction, de la poésie, et en particulier la bande de Cleveland, Loveman, les New-Yorkais, Morton, Frank Belknap Long et Reinhard Kleiner. Et Sonia prend l'initiative de réunir tout le monde à New York. Ils sont pas très prévenus les uns les autres d'ailleurs. C'est comme une espèce de piège pour attirer Lovecraft à New York. Et donc tout le monde va vivre dans son appartement, tandis qu'elle ira dormir de l'autre côté, chez la voisine de palier quand même. Lovecraft raconte. 1er avril, pour répondre à l'insistance de Madame Green, l'insistance répétée de Madame Green, Loveman est arrivé le premier à New York, et voilà, j'acceptais. Fis ma valise, pack ta valise, et sur ce beau lendemain matin ensoleillé, je pris le 10h06 pour New York, c'est le même qu'il va rater quand il s'agira d'aller se marier. Je passais les 5 heures de voyage à lire Dunsany, juste en regardant le paysage et les gares. New London, tiens, la ville de Casey Neistat, c'est marrant, du YouTube dans Lovecraft. Un joli petit bourg avec ses reliques victoriennes, New Haven, très dynamique, déjà une petite ville vue de la gare, de Ditto, Bridgeport, et puis un petit peu avant 3 heures, le train fait face à la colossale rivière Harlem, au colossal viaduc sur la rivière Harlem. J'ai eu la chance d'attraper ce panorama parce qu'il s'agissait d'un train pour Washington, donc celui qui passe à la Penn Station, alors que les trains habituels pour New York prennent pour Grand Central, et dans ce cas-là passent plus à l'ouest et empruntent un tunnel. Et pour la première fois, j'étais devant ce profil cyclopéen de New York, une vue mystique dans le soleil doré de la fin d'après-midi, un monde onirique en gris pâle, bordé, qui se détachait sur un ciel de fumée grise plus sombre. La ville et le ciel si vivants qu'il était à peine possible de penser que ce serait une ville. Et toutes ces tours imaginaires, ces clochers, comme d'abord une illusion,
On en était à 15 kilomètres approximativement quand on distinguait la région des gratte-ciel, etc., etc. Les premiers jours, il faudrait évidemment s'attacher à ce passage. C'est en même temps juste ça, quoi. C'est la façon dont surgit New York avec ces pans comme ça séparés, avec ces reliefs gris qui se détachent sur l'énorme gris comme ça de la pollution des ciels de New York. On est presque déjà dans ces villes mystiques qui surgissent, par exemple, dans Montagne de la Folie, ébauchées avec ces blocs comme ça derrière sur l'horizon. Suivre Lovecraft dans ces 3 premiers jours. Évidemment, ils sont tellement contents d'être en bande. On parle littérature. On va à Prospect Park de Brooklyn. On parle littérature. On va à Washington Square. On parle littérature. En même temps, ils explorent. Qu'est-ce qu'ils explorent? La première journée, ils vont au Metropolitan Museum, et passent toute la journée, du matin au soir, dans les ruines égyptiennes. Pour Lovecraft, c'était ça, le rêve. Venir dans les salles consacrées à l'archéologie égyptienne du Metropolitan. Et le surlendemain, qu'est-ce qu'on fait? On fait une pleine journée destinée à explorer les lieux d'Edgar Poe dans la ville de New York. Et en particulier, il y a un petit cottage qui se visite toujours, qui n'est pas d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à voir, mais pour eux, c'est la première fois. Poe, Lovecraft connaît évidemment les traces de Poe à Providence, on en a parlé ici, mais il n'est pas encore aller à Baltimore et être là comme ça sur dans les jours, les trajets, ce que vous voyez de sa fenêtre. Il en est même à un moment, ils prennent un métro, ce qu'il appelle elevated, ces métros aériens, qui datent, alors on est en 1922, et ce métro à New York date de 1895, donc ça ferraille, ça leur semble très ancien par rapport au nouveau métro souterrain qui trouent et qui scie comme ça la ville de New York, et permettent, ils n'arrêtent pas ensemble, c'est une espèce de folie qui est réjouissante. On va là, on va au nord, on va au sud, on se retrouve à Brooklyn, et puis on revient à Manhattan parce qu'on veut aller manger chez les Chinois, quoi qu'on pense des affreux Chinois envahisseurs, et puis on reprend le métro et on repart, et puis on est sur le elevated et ça tremble, et c'est tellement antique, nous dit-il, qu'il n'arrive pas à comprendre que Poe ne voyageait pas déjà dans ses voitures. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les librairies d'occasion. Et si, il y a un truc quand même, il faut que je parle aussi. Ils se retrouvent aussi, je pense, le 3e ou 4e matin. Et qu'est-ce que c'est le rituel? Le plus grand, le plus haut immeuble de New York, c'est le Woolworth. Relisez le magnifique Delirious New York de Rem Koolhaas, qui reste toujours un livre si fondateur. Et vous savez que l'Empire State sera construit qu'en 1937, donc on est 15 ans avant l'Empire State. Eh bien, ces 3 zigotos-là, c'est-à-dire Loveman et Kleiner avec Lovecraft, payent, je ne sais plus le prix, c'est marqué quelque part, en tout cas ça doit être 5 cents ou quelque chose comme ça, c'est plus qu'accessible, et on prend l'ascenseur qui vous emporte tout en haut je ne sais pas combien d'étages de Woolworth, et là il y a encore à nouveau une description quasiment halluciné de New York. La ville sous eux qui se déploie comme une carte. Et cette carte, lui, mentalement, il en a la représentation. Donc ce qu'il s'étonne, c'est en quoi cette représentation verticale, la ville vue de dessus, c'est déjà la ville, la réalité qui vient coïncider à une construction mentale que normalement on ne convoque pas pour s'orienter ou appréhender la ville. Et en même temps, la ville, à ce moment-là, c'est le seul moyen, cette vue verticale, pour que la ville vous enveloppe comme ça, semble se recourber et vous avaler. Et le pauvre Loveman a le vertige. Il y a un petit truc très beau de Lovecraft qui dit comment lui, je vais parler jusqu'à ce que le film arrête, il court, vous inquiétez pas, que lui,
étant adolescent, a tenu à se bagarrer contre son vertige. Et qu'à Providence, il y avait un coin où il y avait des vieux rails abandonnés, des vieux viaducs abandonnés, et qu'il allait seul marcher comme ça sur les rails de ce viaduc pour combattre son vertige. Et que là, en montant en haut du Woolworth Building, il n'a pas eu le vertige. Il y a une autre toute petite chose, moi, qui me tracasse, mais ça aussi, je voudrais peut-être qu'on en reparle. I did some Kodak shooting. J'ai fait des photos avec un Kodak. Kodak est un nom propre, un nom commun, pardon, comme Frigidaire plus tard. Par exemple, dans Proust, Robert de Saint-Loup, le narrateur dit Saint-Loup avait son Kodak. C'est dans les 198 occurrences de la photographie dans la recherche du temps perdu. Kodak, le mot Kodak est devenu lui aussi un nom commun. Je pense que c'était l'appareil de Sonia, ce que Sonia lui avait prêté son propre appareil et mis une pellicule, et puis que Lovecraft ait fait, évidemment, on les a pas, ces photos. Autre chose aussi, on va au cinéma, et là par contre il y va avec Sonia, et ils vont au plus beau cinéma de New York, là aussi dans le Delirious New York de Ram Koolhaas, ce passage, vous savez, sur le palais de la radio qui existe déjà, eh bien eux vont au Capitole et il décrit l'intérieur de la salle du Capitole, ce qu'il y a de géant, et puis ce qu'il voit comme film, figurez-vous, c'est les chiens de Baskerville, Hound of Baskerville. Et Hound of Baskerville, Lovecraft écrira lui aussi une nouvelle qui s'appelle Hound, The Hound, le chien, je traduis simplement, parce que le molosse, je trouve que ça rajoute du précieux, c'est pas bien. Mais enfin, en tout cas, les chiens de Baskerville, on est dans le cinéma muet, je la connais pas, mais probablement qu'on peut la trouver, cette version. Et quand ce Conan Doyle surgit sur l'écran, comme ça, avec ses paysages de brume, avec ses menaces de chiens, il y a 100 musiciens dans la fosse, et Lovecraft, donc voilà, c'est The Hunt. Eh ben tant pis, je suis coincé, puisque c'est la fin. Ah, je rajoute juste un petit post-scriptum. Ça, mon livre des lettres de New York de Lovecraft, je m'en sépare pas. C'est pas évident, je sais pas combien il coûte, mais quelque chose dans les 45 € quand même, ce qui est normal compte tenu du travail. Et vous savez, il y a 3 ans, j'avais déjà commencé à bosser un peu en continu, et j'avais ce livre, et au moment de me mettre à le lire, on était en Sardaigne, tout au sud, et je l'ai perdu sur une plage. Et quand je m'en suis aperçu, on a fait demi-tour en bagnole. Après, j'ai foncé à travers les dunes, j'ai retrouvé la petite plage, mais c'est une petite plage très encombrée, beaucoup de monde. Et quand j'ai demandé, allez au bistrot, peut-être que quelqu'un l'a trouvé, l'a déposé, mais j'ai pas retrouvé. Alors peut-être un jour chez un book, qu'est-ce que peut devenir un livre en anglais avec les lettres de New York de Lovecraft, si on l'abandonne en été, tout au sud de la Sardaigne. J'étais triste et j'ai failli abandonner mon projet finalement. J'en ai commandé un deuxième. Mais ces histoires de livres perdus, livres recommandés, livres en double, pour moi ça fait aussi partie de l'imaginaire Lovecraft. Bon, vous avez bien compris qu'on n'a pas épuisé la question de New York et de H.P. Lovecraft. Merci.